Je suis autodidacte, j'ai pas fait d'études. J'ai fait plein de choses assez différentes, mais en 2001, il y a un événement qui m'a marqué. Et en fait, il y a une personne qui s'est jetée du 6e étage devant moi. Donc elle a fait une tentative de suicide. Et j'étais tout seul avec elle et je me suis senti vraiment inutile. Elle souffrait, je savais pas comment l'aider, la soulager. Donc moi, je savais pas du tout dans l'impact. Mais il y a eu un besoin de me sentir utile. J'ai pu vendre les parts d'une société que j'avais créée en 2012. J'ai gagné des sous et j'ai voulu réinvestir un peu cet argent uniquement dans l'impact. Et je me suis aperçu que l'impact c'est complexe, c'est pavé de bonnes intentions. Et comme l'enfer, d'ailleurs, il y a plein de gens qui veulent faire le bien, et parfois en faisant le bien, tu fais le mal. Bienvenue sur Green Cash, le podcast qui explore les coulisses de l'investissement dans la climate tech. Ici, on parle impact et profit, défis climatiques et innovation, mais surtout des hommes et des femmes qui financent par leur choix d'investissement un avenir durable. Parce que comprendre la finance à impact, c'est poser les bonnes questions à celles et ceux qui la font. Parce que allier rentabilité et impact positif, c'est possible. Parce que la climate tech, vue du côté des investisseurs, mérite d'être décryptée. Je suis Marine Goldenberg et chaque semaine, je donne la parole à un investisseur engagé qui partage son parcours, sa vision et ses conseils. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute. Mon invité d'aujourd'hui collecte des fonds en faisant des tractions. Il aurait pu être l'invité de Thibaut InShape, le youtubeur fitness le plus suivi de France, pour ceux qui n'auraient pas la ref. Mais il me fait l'honneur de venir sur Green Cash. Pour ses 46 ans, il se lance un défi. 460 tractions, 460 pompes, 460 squats en moins de 2h30. Objectif, lever 46 000 € pour protéger nos océans avec la fondation Surfrider. J'accueille aujourd'hui Antoine Martel, qui réunit avec cœur et brio le monde de l'associatif, de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Il est le CEO et cofondateur du fonds de capital risque Good Only Ventures, cofondateur de Airgoods, une solution SaaS de dons en ligne en marque blanche, ancien CEO et cofondateur de Eraser, une solution SaaS qui facilite la collecte de fonds revendus en 2020. Également investisseur dans plusieurs entreprises à impact comme Reglo, qui fabrique des croquettes à base de protéines d'insectes, ou Usage, qui développe des solutions pour réduire les déchets d'emballage dans l'industrie alimentaire. Bonjour Antoine et bienvenue, ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci Marine pour cette belle introduction. Je ne m'attendais pas à une telle présentation. Et du niveau quand même. Là, tu m'as mis la pression. Moi aussi, je l'avais, figure-toi. Antoine, pour commencer cet entretien, j'aimerais te partager le témoignage de personnes avec qui tu as collaboré et qui m'ont un petit peu parlé de toi. Je m'appelle Marine Pierce et je suis responsable du programme Grand Donateur au sein de l'ONG Surfrider. J'ai rencontré Antoine en octobre 2021 dès lors que j'ai intégré ce poste. Il faut savoir que Antoine, tout le monde le connaît au sein de l'ONG. On connaît certains bénévoles, certains donateurs, mais Antoine Martel, tout le monde le connaît parce qu'il faut savoir que en fait, Antoine, pour moi, il fait partie de Surfrider depuis le début. Il s'est engagé au sein de Surfrider depuis le début et c'est une vraie force en tout cas. Et justement pour faire le pas sur ce qui est inspirant, en tout cas ce qui m'inspire chez lui et ce qui me vient en tête tout de suite, c'est sa détermination. Il faut savoir qu'Antoine, quand il a une idée en tête, on peut pas lui retirer et il faut surtout pas essayer. Il a aussi une grande générosité, clairement. Je suis assez admirative du temps personnel qu'il investit, mais aussi professionnel dans les missions de Surfrider. Clairement, il a un altruisme incroyable et il a un dévouement à la cause qui est fort. Il a aussi un esprit de défi, bien sûr, et ça, on ne pourra pas le retirer, ça fait partie de lui. Mais ce que je retiens aussi, c'est qu'Antoine, et ça, c'est un vrai exemple pour moi, puisqu'il a un leadership assez incroyable. Il arrive à engager et surtout à fédérer, mobiliser toute une communauté, mais d'une manière, franchement, c'est inné chez lui. Et en termes d'anecdotes, juste, c'est la première fois que j'ai rencontré Antoine quand il s'est présenté à moi et qui m'a dit que l'intégralité de l'argent qu'il avait eu pour son mariage avait été reversé à l'ONG. J'ai halluciné et là je me suis dit ok, je suis pas tombée n'importe où et là va falloir rassurer Marine. Ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est sa sincérité, son engagement, mais aussi son humour. Et si j'avais un message à lui passer, clairement, c'est que Antoine, je pourrais jamais autant te remercier ou même assez te remercier pour tout ce que tu fais.
pour l'ONG et surtout, je suis clairement et sincèrement admirative pour tout le travail que tu as accompli jusqu'à présent et vraiment merci beaucoup. J'étais confortée dans ma présentation. Donc Antoine, tu es une personne de challenge. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours et comment tu es parvenu à mélanger ces mondes que sont donc l'associatif, l'entrepreneuriat et par la suite l'investissement? Écoute, donc j'ai 46 ans, je suis né à Paris, je vis à Bordeaux, je suis autodidacte, j'ai pas fait d'études. J'ai fait plein de choses assez différentes, mais en 2001, il y a un événement qui m'a marqué, c'est je rentrais d'une soirée du Nouvel An. Donc on était le 1er janvier, il devait être 5-6 heures du matin, et en fait il y a une personne qui s'est jetée du 6e étage devant moi, donc elle a fait une tentative de suicide, et elle a failli tomber sur moi. Elle était encore vivante mais mal en point, et j'ai appelé les pompiers, mais ils ont mis 12 minutes à venir. Et j'étais tout seul avec elle et je me suis senti vraiment inutile. Elle souffrait, je savais pas comment l'aider, la soulager. J'étais un peu paumé et ça m'a profondément marqué. Donc moi je savais pas du tout dans l'impact, mais il y a eu un besoin de me sentir utile. En tout cas d'avoir été frustré, d'avoir été inutile. Donc j'ai passé un premier niveau de secourisme à côté du boulot. Ensuite j'en ai passé un deuxième parce que je me suis pas senti vraiment encore très utile suite à ce premier niveau. On m'a proposé ensuite d'être pompier volontaire. Donc je me suis dit tiens ça peut être chouette, je vais pouvoir être utile. Donc pendant 2 ans et demi j'ai des pompiers volontaires à côté du boulot. Mais je me suis pas senti toujours à ma place. Pour quelle raison? Parce que t'es volontaire, donc t'es pas professionnel, donc tu maîtrises pas les gestes aussi bien qu'un pompier professionnel. Il y avait des choses que je savais pas faire. T'as des techniques de nœuds, t'as pas mal de choses. Parfois en intervention, tu peux faire des erreurs. Donc je regrette pas cette expérience. C'était plein de beaux souvenirs, mais je me suis pas senti à ma place et j'avais pas l'impression d'exploiter mon potentiel, si tu veux, ou tout ce que je pouvais apporter. J'ai été aussi officier de gendarmerie pendant pratiquement 18 mois. Et encore une fois, je me suis pas senti vraiment à exploiter tout mon potentiel. Donc, écoute, j'ai démissionné de mon boulot et j'ai créé une agence qui s'appelait à l'époque Beautiful World. On faisait la production d'événements pour des causes qui nous tenaient à cœur. Donc, on a produit la quinzaine du commerce équitable pendant plusieurs années. On a produit Novembre en enfance, qui était à l'époque une des plus grosses opérations pour agir sur la protection de l'enfance. Donc c'était dans le cadre de la Journée mondiale des droits de l'enfant. On a produit aussi la Rose Marécaire, qui était une rose qui était vendue pour agir sur la scolarisation des petites filles dans le monde. Voilà, et ensuite j'ai évolué dans des métiers où en fait j'exploite mes compétences qui sont plutôt dans le domaine de la communication, du marketing, on va dire de l'informatique, pour des causes qui ont du sens. Et ça a été beaucoup d'associations. Donc effectivement, j'ai dû travailler pour plus de 800 ONG dans 22 pays différents. Et ça, je m'éclate en faisant ça. C'est vraiment là où ça me plaît, quoi. Et du coup, j'ai pu vendre les parts d'une société que j'avais créée en 2012. J'ai gagné des sous et j'ai voulu réinvestir un peu cet argent uniquement dans l'impact. Et je me suis aperçu que l'impact, c'est complexe, c'est pavé de bonnes intentions. Et comme l'enfer, d'ailleurs, il y a plein de gens qui veulent faire le bien et parfois en faisant le bien, tu fais le mal sans forcément le vouloir. Est-ce que tu as un exemple à nous donner? C'est un exemple que je partage beaucoup, mais j'ai reçu un dossier d'une boîte qui veut être la boîte la plus écolo en Europe. Comme tu l'as souligné, moi j'adore le sport. Et c'est vrai que eux, leur idée, c'est de récupérer du plastique des océans, transformer ce plastique en vêtements de sport en polyester recyclé. C'était fabriqué au Portugal, donc c'était vraiment économie circulaire. Les coupes des vêtements étaient super, les couleurs étaient super, c'était assez minimaliste, donc moi ça m'allait bien.
Il y avait plein de gens que je connaissais qui portaient les produits, qui incitaient leur communauté à acheter les produits. Donc, je m'apprête, pour moi, tous les voyants étaient au vert. Il y avait une super équipe. Donc, je m'apprête à investir de l'argent. Et j'ai WWF et Surfrider au téléphone et je leur pitch ce projet comme je te le pitch là. Et il me dit, Antoine, c'est pas une bonne idée, je les sentais gênés. Et je leur demande pourquoi. Et il m'explique en fait que des vêtements de sport en polyester ou polyester recyclé, à chaque fois que tu les nettoies dans une machine à laver, tu as des microfilaments qui s'échappent du vêtement. Ces microfilaments sont pas filtrés par les machines à laver, pas filtrés par les stations d'épuration. Ça retourne dans les rivières, ça retourne dans les océans. Autant des gros morceaux de plastique, même si 80% du plastique coule au fond des océans, tu peux les récupérer. Des microfilaments, par contre, c'est impossible à récupérer. Et surtout, tant qu'on donnera des excuses à l'industrie pétrochimique pour leur dire que le plastique que vous produisez, on peut le recycler, bah, ils continueront à en produire. Et malgré la fin du plastique à usage unique, les pailles en plastique, des couverts en plastique, on n'a jamais produit autant de plastique. Chaque année, on bat des records. Et voilà, donc les associations, c'est là où j'ai découvert, elles ont des connaissances qui sont pas du tout mises à disposition d'investisseurs, que par rapport aux enjeux sociaux, climatiques, environnementaux qu'on peut connaître, il faut qu'on agisse, mais il faut surtout qu'on agisse de manière efficace. Et je me suis dit, pourquoi pas créer un véhicule d'investissement où les associations sont partenaires et associés à ce véhicule. Donc, on a créé Good Only Venture et on a la Croix-Rouge française qui nous a rejoint, Handicap International qui est prix Nobel de la paix qui nous a rejoint, la Fondation Good Planet et Surfrider qui nous ont rejoint. Ensuite, on est en relation avec pas mal d'autres associations également. Mais c'est 4 belles associations qui nous ont rejoints, qui ont investi de l'argent et qui nous mettent à disposition leurs experts pour s'assurer que les investissements qu'on fait répondent à des enjeux prioritaires, ont un minimum d'externalités négatives. Donc l'externalité, c'est l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure sur ce plastique. Et je trouve que ça fait vachement de sens. Moi, j'apprends plein de choses. On est dans une logique très communautaire. Nos actionnaires nous envoient des dossiers. Ils peuvent aussi accompagner des sociétés. Ils sont systématiquement aussi associés à tous les investissements qu'on fait. On fait régulièrement des soirées. On peut se retrouver entre gens qui partagent un idéal, on va dire, commun, des valeurs aussi communes. Et on peut challenger un peu des certitudes qu'on peut avoir sur certains sujets et avoir d'autres points de vue. Je trouve qu'on apprend plus de choses en rencontrant des gens d'univers différents plutôt qu'en étant dans un entre-soi. Donc, je trouve ça chouette et c'est un véhicule qui est en train de grossir. Donc, voilà, ça me fait plaisir. Bah écoute, ouais, c'est génial. Puis c'est vrai que c'est la spécificité aussi de votre modèle chez Good Only Ventures. Donc, on va en reparler très rapidement. Et je voulais, insister sur, c'est un véhicule que j'ai pas créé tout seul. On est 12 associés. Il y a plein de gens qui nous ont aidés et et ce véhicule n'aurait jamais pu voir le jour sans la contribution de tout le monde. Donc, c'est pas juste moi, c'est plein de gens qui sont impliqués derrière ce projet. Donc, c'est toi qui as l'initiative du projet. On va dire qu'on est 12 associés à l'initiative de ce projet et les associations aussi sont à l'initiative de ce projet. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de Good Only Ventures? Donc, vous êtes 12 entrepreneurs, 12 associés. Oui, alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'entrepreneurs. Il y a aussi des gens qui viennent du domaine de la finance, des gens qui étaient aussi dans l'univers de la philanthropie. En tout cas, c'est 12 personnes qui partagent un même engagement à investir de manière efficace, à accompagner les boîtes dans lesquelles on investit. L'idée, c'est vraiment financer et faire émerger le meilleur de l'impact en France et demain, j'espère, en Europe. Je trouve ça vraiment passionnant, le modèle que vous avez. Et moi, ma question, c'est comment est-ce que finalement, tu arrives à réunir donc des associations, des entrepreneurs, des investisseurs. Et c'est vrai que moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que peut-être les associations, finalement, plutôt que alors leur rôle, c'est de préserver le bien commun. Et elles ne sont pas forcément dans une dynamique de prendre des risques comme pour un investisseur ou de faire du profit d'ailleurs. Donc comment est-ce qu'elles trouvent leur place finalement au sein de Good Only Ventures? Écoute, effectivement, c'est pas naturel pour une association d'investir en capital risque. Maintenant, des associations, elles ont de l'argent. L'argent, elles le dépensent pas toujours tout de suite. Quand il y a eu le tsunami
en Asie, je crois que c'était 2004, il me semble. Il y a eu beaucoup d'argent qui ont été collectés, mais reconstruire des routes, reconstruire une école, reconstruire des villages, ça prend beaucoup de temps. En Haïti, par exemple, quand il y a eu un tremblement de terre, tu peux pas reconstruire tout de suite. Il faut savoir à qui appartient la terre, la maison qui a été qui s'est effondrée. Il faut aller rechercher dans un cadastre. Donc tout ça prend du temps. Du coup, elles ont de l'argent. Cet argent, il faut qu'elles le placent. Faut qu'elles le placent de manière intelligente. Il faut surtout qu'elles le placent en accord avec leurs principes, leur ADN. Premier point. Deuxième point, t'as dû voir, mais Trump là a malheureusement supprimé USAID, qui est l'un des plus gros bailleurs de fonds à l'échelle mondiale. Pour Handicap International, c'est 20% de son budget en moins du jour au lendemain. Ça pose des problèmes, comme tu peux l'imaginer, assez importants. Ils doivent fermer des projets, ils doivent licencier des personnes. Donc les associations, elles ont besoin aussi d'aller chercher des donateurs, de se faire connaître auprès de nouveaux publics. Et je trouve que autour de moi, il y a une génération d'entrepreneurs qui sont aussi dans une logique de give back, qui se sentent concernés. C'est des gens qui sont pas forcément naturellement en lien avec ces associations. Et pour les associations, en fait, le fait d'intervenir dans notre véhicule en capital risque, ça leur permet aussi de rencontrer des gens qu'elles n'ont pas l'habitude de rencontrer. Ça leur permet de pouvoir se faire connaître, de pouvoir qu'elles puissent démontrer leur connaissance, leur expertise sur plein de sujets différents. Et ça peut être un moyen pour elles de recruter des nouveaux types de donateurs. Voilà. Donc ça fait aussi de sens. Ensuite, il y a un troisième point, c'est que certaines associations, elles savent que la réponse face à certains problèmes, elle va pas être... ça va pas venir 100% le monde privé est hyper important, le monde de l'entreprise est hyper important, et le fait de pouvoir participer à faire émerger les meilleures sociétés, les sociétés qui correspondent un peu à leur combat ou qui apportent des solutions qui répondent à des problématiques qu'elles ont identifiées, ça fait aussi beaucoup de sens. Donc effectivement, c'était pas du tout naturel pour des associations d'investir dans notre véhicule. On a beaucoup échangé, on leur a présenté tout ce que ça pourrait leur apporter, et elles m'ont fait confiance. Moi, je travaille avec elles depuis longtemps, elles nous ont fait confiance aussi, mais c'est vrai qu'on a dû montrer patte blanche sur un certain nombre de choses. On a un comité d'éthique, on a une charte éthique, on veille à ce que les gens qui investissent chez nous on ne puissent pas mettre en péril l'image des associations. On a protégé aussi au maximum leur investissement, la manière dont elles ont investi chez nous. Donc on a tout fait pour que ça se passe le mieux possible, mais ça a pris du temps. Et alors tu mentionnais un comité d'éthique. Alors je suis pas certaine que ce soit que chaque fonds d'investissement ait un comité d'éthique. Comment ça se passe chez vous, un comité d'éthique finalement? C'est à quelle fréquence? Il y a 2 réunions par an dans ce comité d'éthique. C'est un comité qui est composé de personnes, d'associés fondateurs, des associations et de personnes aussi externes. On est une société à mission, donc on a aussi pris un centre d'engagement. Et ce comité d'éthique, l'idée c'est de veiller à ce qu'on puisse développer notre société d'investissement en conformité avec l'éthique des associations, avec une déontologie. L'idée c'est qu'on soit le plus exemplaire possible, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, qu'on fasse les choses de manière bien. C'est pour une association investissant dans une capitaliste, ça peut représenter aussi des risques d'image. Donc l'idée c'était vraiment qu'on s'assure de tout faire le mieux possible. C'est l'objectif. Ok. Et donc elles ont un droit de veto, les associations? Alors ce qui se passe, c'est que quand un entrepreneur a un projet qu'il souhaite faire financer, il nous l'envoie. On a un petit formulaire en ligne. Il est reçu par une personne en interne. Il y a un premier filtre. Ensuite, il va être instruit par un des associés fondateurs. Si il trouve que le dossier
répond à notre thèse d'investissement et qui est pertinent. On va le présenter au comité d'investissement. On a un comité d'investissement qui se réunit tous les mardis, qui comprend 6 personnes. Le dossier va être présenté. Si on a 4 voix sur 6 qui sont positives sur ce dossier, on va envoyer le dossier à l'association en disant voilà, on a reçu tel dossier. À l'association, pas à toutes les associations. Non, à l'association qui a le lead, qui a l'expertise sur l'ODD. Donc c'est l'objectif du développement durable, qui est prédominant sur ce dossier. Donc l'association a 2 semaines pour nous donner une réponse en disant oui, et en fait il y a 3 types de réponses. Soit c'est un drapeau rouge, et dans ce cas-là, on n'y va pas. Et elle nous explique pourquoi et on l'explique à l'entrepreneur. Soit c'est un drapeau orange, elle considère qu'il y a des risques et elle voudrait qu'on puisse les creuser. Soit c'est un drapeau vert et du coup on peut y aller. Donc parfois on peut avoir des réponses rapides, parfois il peut y avoir un peu plus d'échanges, mais elles sont systématiquement associées à toutes les décisions d'investissement. Qui sont vos interlocuteurs dans les associations ? On a des associations qui sont de taille très différentes. On a la Croix-Rouge qui est une très très grande organisation française. Et on est en relation avec, on va dire, la direction du mécénat, de la philanthropie, qui travaille à la fois avec des particuliers, mais aussi des entreprises, donc ils connaissent bien le monde de l'entreprise. Et en fait, ils reçoivent le dossier et ensuite, ils vont l'envoyer au sein de la Croix-Rouge chez l'expert le plus à même de répondre aux thématiques du dossier. Donc parfois, ça peut être un cardiologue sur des sujets santé. Parfois, ça peut être sur des sujets sociaux d'autres personnes chez eux en interne. Mais ouais, c'est très riche. Donc on a une sorte de coordinateur. C'est Marie et Gwendoline chez eux. Et ensuite, on envoie le dossier chez la personne la plus pertinente à la Croix-Rouge. Ensuite, chez Surfrider ou la Fondation de Planète, c'est des associations qui sont plus petites par rapport à la Croix-Rouge. Et là, on est en relation plutôt avec la direction générale. Par exemple, chez Surfrider, c'est avec Eric qui est le directeur général. Et c'est lui qui va recevoir le dossier, l'analyser et solliciter dans son équipe, parce que près ils sont 70 personnes chez Surfrider, le ou les experts les plus à même de l'aider dans une réponse et dans une position. Et est-ce que dans le futur, ça fait partie de votre stratégie d'avoir d'autres associations majeures ou d'ailleurs de plus petite taille dans le fonds pour aussi adresser d'autres ODD peut-être ? Oui, c'est tout l'objectif. On a démarré avec 4 associations. L'idée, c'est de pouvoir à terme peut-être couvrir les 17 ODD. Donc les ODD, c'est les objectifs du développement durable qui ont été décidés par l'ONU. Et on aimerait bien effectivement avoir une association par ODD experte qui puisse vraiment valider chaque startup qu'on reçoit. Est-ce que ça répond à un enjeu prioritaire ? Est-ce qu'il y a des risques d'externalité négatives ? Donc ça nous semble vraiment pertinent et c'est l'ambition de ce véhicule. Est-ce que tu peux déjà nous dire quels futurs ODD, peut-être ceux que vous adressez actuellement et ceux que vous voudriez adresser ? On est avec la Croix-Rouge sur le DD 3, donc c'est tout ce qui est santé et bien-être. Avec Handicap International, on est sur tout ce qui est lutte contre les inégalités. Sur Surfrider, on est sur l'ODD vie aquatique. Et avec la fondation Good Planet, on est sur le DD qui concerne tout ce que la production de biens responsables. Il y a des ODD qu'on aimerait bien couvrir. Il y a la biodiversité, il y a le climat, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on est en relation avec un certain nombre d'associations pour les embarquer dans ce beau projet. Et du coup, le premier fonds que vous avez levé, c'était il y a 2 ans, je crois. Alors, techniquement, on n'est pas un fonds. On est une société d'investissement. Entre fonds, société d'investissement, enfin, on va dire c'est la même chose. C'est juste qu'un fonds, c'est agréé par l'AMF. Nous, on n'est pas agréé par l'AMF. Donc, on a des contraintes, on a un mode de fonctionnement qui est un peu différent. Et comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, les gens qui investissent chez nous sont systématiquement associés à toutes les décisions d'investissement. Alors que dans un fonds, tu peux ne pas être au courant des investissements qui sont faits et être vraiment dormant. Donc on a des petites différences, mais on fait effectivement une activité qui est globalement la même. Notre société, on l'a créée il y a 2-3 ans. Là, on fait la dernière année de collecte.
Et on investit aujourd'hui dans 14 startups. L'idée, c'est d'investir dans encore une dizaine de startups différentes. Et ensuite, on va pouvoir peut-être réinvestir dans les startups les plus prometteuses. Et ensuite, l'idée, nous, notre société, elle a une durée de vie de 8 ans plus 1 plus 1. Donc, l'idée, elle va se terminer, elle va disparaître à un moment. L'idée, c'est qu'on puisse revendre toutes les participations dans lesquelles on a investi avec une plus-value et pouvoir la rendre à nos actionnaires. Mais l'idée, bien évidemment, nous, c'est pouvoir recréer un nouveau véhicule et effectivement basculer sur plus un fonds d'investissement qui nous permet beaucoup plus d'opportunités à plein de niveaux différents. Je voyais que vous investissez des relativement petits tickets, que vous voulez pas prendre de position de lead dans les tours d'investissement. Effectivement, on n'a pas levé beaucoup d'argent à l'échelle de véhicules d'investissement. Aujourd'hui, on a levé près de 4 millions d'euros. Donc, l'idée, on fait du capital risque, donc il faut gérer au mieux le risque. Donc, on va pas. On a prévu de faire à peu près 24 investissements. On va dire c'est un peu moins de 200 000 euros par société. L'idée, c'est qu'on soit plutôt suiveur et non pas leader. Quand tu es leader sur un investissement, tu as une responsabilité de négocier le pacte d'associés, d'assurer ce qu'on appelle la due deal de la participation. Donc la due deal, elle demande beaucoup de temps, c'est une responsabilité importante, c'est une due deal financière, technique, sociale, fiscale. Donc on n'a pas forcément, nous, les ressources pour assurer tout ça. Maintenant, c'est pas parce qu'on est suiveur qu'on est inactif ou qu'on n'a pas vocation à aider, participer au développement des sociétés dans lesquelles on a investi. Mais par rapport au fonds qu'on a levé, effectivement, on souhaitait pas prendre davantage de risques et être leader sur certaines participations. Ok, très bien, très clair. Et alors moi, j'avais encore 2 questions par rapport à votre modèle. Quel est le point d'entrée finalement pour créer du deal flow? Est-ce que c'est plutôt les associations? Est-ce que c'est plutôt vous qui allez sourcer des deals? Est-ce que c'est les deux? Écoute, c'est un peu les deux. Aujourd'hui, moi, je reçois pas mal de dossiers à titre personnel. Les associés fondateurs reçoivent aussi des dossiers de leur côté sur LinkedIn ou différents réseaux. Le métier de l'investissement, c'est un métier que tu fais pas tout seul. Tu investis souvent à plusieurs dans une participation. Donc, on fait beaucoup de co-investissements avec d'autres sociétés qui nous envoient aussi des dossiers, à qui nous aussi on envoie des dossiers. Ensuite, on a nos investisseurs, nos actionnaires qui nous envoient aussi régulièrement des dossiers. Et effectivement, comme tu l'as dit, on a les associations, on a la Croix-Rouge qui est un accélérateur qui s'appelle la Croix-Rouge 21, qui nous envoie également certains dossiers. On a eu la chance d'avoir un peu de visibilité dans les médias. C'est vrai que le fait qu'on ait des associations avec nous, ça rassure beaucoup en disant tiens, c'est pas du greenwashing, c'est sérieux. Du coup, on arrive à avoir accès à des dossiers de qualité. Ça rassure beaucoup les gens. Les entrepreneurs aussi sont vraiment fiers d'avoir indirectement via notre véhicule de belles associations au capital de leur société. C'est un sentiment de fierté chez eux et chez nous. Donc, Et ça se comprend. Et du coup, alors les opportunités d'avoir des associations associées dans votre structure, tu les as mentionnées. Est-ce que tu vois, il y a d'autres opportunités et surtout, est-ce qu'il y a quand même des challenges que vous avez pu, qui ont pu se présenter depuis le début de l'aventure? Qu'est-ce que tu entends par challenge? Ce que j'entends par challenge, c'est peut-être que les associations soient, par exemple, frileuses à prendre certains risques sur des nouvelles technologies ou que vous parliez pas forcément le même langage. On a sollicité des associations qui nous semblaient compatibles avec le monde du capital risque. Donc, c'est-à-dire, c'est des associations qui travaillaient déjà avec des entreprises, qui avaient déjà des échanges avec eux, qui pouvaient comprendre un peu comment ça se passait. Mais c'est pas naturel, c'est vraiment une première à ma connaissance en Europe, ça s'est jamais fait avant.
Là, on sent par contre ça s'accélère. Il y a de plus en plus d'associations maintenant qui ont des incubateurs ou des fondations qui ont des incubateurs, des accélérateurs qui accueillent des startups, qui travaillent avec des startups. Voilà. Par contre, nous, on est allé encore un cran plus loin. Elles ont investi finalement directement via notre véhicule dans des startups. Donc ta question c'était est-ce qu'il y a eu des challenges? Oui, il y en a eu au début. Maintenant ça fait 3 ans, ça se passe bien, elles sont contentes et l'idée c'est de développer et d'accélérer. Avant donc de se quitter, il y a 2 choses que j'aime bien demander, c'est quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement durable comme toi tu l'as fait? Bah, tu peux le faire à plein de phases de maturité différentes, mais ce qui est difficile, c'est qu'il faut à la fois investir le plus vite possible, parce que plus on attend pour investir dans l'impact, plus ça va coûter cher, parce que c'est de plus en plus compliqué d'inverser la vapeur, hein, entre guillemets. Donc il faut pas se freiner, et en même temps, il faut s'assurer que l'investissement qu'on fait soit pertinent, cohérent, avec un minimum d'externalités négatives. Donc c'est un équilibre qui est pas évident à trouver. Donc l'idée c'est de pouvoir rencontrer plein de gens différents qui donnent un point de vue différent. C'est vrai que le fait de pouvoir challenger des ChatGPT, des Mistral ou autres, et de leur dire ok, est-ce que tu peux me dire tous les risques d'externalité négative sur ce projet, sur ce dossier, et l'idée c'est de pouvoir investir en pleine connaissance des avantages, des inconvénients, des risques. Souvent, je trouve ça dommage. On investit, on n'a pas fait une analyse finalement aussi complète que peut-être on aurait dû, mais l'idée c'est investir en connaissance de cause. Donc, investir rapidement, mais investir en essayant fouillant un maximum le dossier et en ayant une connaissance la plus pointue possible du dossier. Et d'ailleurs, du coup, ça me renvoie à une question que je ne t'ai pas posée. Est-ce que il y a chez Good Only Ventures, il y a des verticales dans lesquelles, des secteurs dans lesquels vous êtes plus réceptif, vous investissez plus? Est-ce qu'il y a un secteur aussi qui t'enthousiasme particulièrement? Non, moi, je suis emballé par tous les dossiers qu'on reçoit. On a reçu pas mal de dossiers dans le domaine de la santé. Ce qui est fou, c'est qu'on arrive à transformer la vie des gens, on arrive à leur donner une qualité de vie aussi totalement différente. Donc je trouve ça vraiment chouette. Dans le domaine de la vie aquatique, effectivement l'océan avec Surfrider, moi c'est une cause qui m'anime profondément. Tout ce qui est production de biens responsables avec les fonds d'action contre la neige, je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Et lutte contre les inégalités avec le handicap national, pareil, il y a des trucs. Donc il n'y a pas un vertical moi qui m'anime plus qu'un autre. Voilà, je suis vraiment emballé par tous et j'invite tous les entrepreneurs à nous envoyer leurs dossiers. Ensuite, parfois on va leur dire non et souvent on dit non à 97% du temps. Donc ça peut être frustrant pour des entrepreneurs, mais quand on dit non, c'est juste que ça répond pas à notre thèse d'investissement. Ça veut pas dire que le projet est pas bon. C'est juste que nous on a des critères qui sont très précis. Donc faut pas le prendre personnellement. Il faut contacter d'autres gens. Il y a de plus en plus d'argent qui existe. Il y a plein de gens qui veulent financer. Donc voilà. Donc ça, ce serait le conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui souhaite réaliser une levée de fonds, notamment près de Good Only Ventures. Moi, j'ai fait une levée pour Ergos, la société. On a été en relation avec 170 investisseurs. Donc, il y a beaucoup de place. Il faut contacter plein de gens. Ensuite, c'est bien de vraiment peut-être contacter aussi les gens qui ont une thèse d'investissement qui correspondent à ton projet, qui correspondent à tes critères. Un critère, pas contacter des gens qui n'ont absolument rien à voir avec toi, parce que c'est du temps perdu. Voilà, donc bien se renseigner sur cet investisseur, qu'est-ce qu'il recherche, c'est quoi ses critères d'investissement, et adapter un peu aussi son dossier par rapport à ça. 2 dernières questions, je promets, c'est les 2 dernières. Est-ce qu'il y a une personnalité qui t'inspire particulièrement dans ton engagement? Une ou plusieurs d'ailleurs. Écoute, il y en a 3 qui sont il y en a 2 qui sont dans l'univers plus ou moins similaires et un qui n'a rien à voir, et peut-être ça va te faire sourire. Moi, il y a David Goggins,
C'est un sportif un peu de l'extrême qui me... Je le connais, que je le connais pas. Ouais. C'est l'un des rares personnes à avoir été à la fois contrôleur aérien tactique dans l'armée américaine, Navy Seals, donc c'est un nageur de combat, et Rangers. Moi, j'ai lu son bouquin qui m'a pas mal touché, m'a donné aussi un bon coup de pied aux fesses. On est vraiment capable de faire des choses extraordinaires. Quand on pense qu'on est au max, on est seulement à 40% de ses capacités. Donc je trouve il m'a beaucoup inspiré. Et on est vraiment capable de faire des choses plus extraordinaires que on peut s'imaginer. Et ensuite, dans notre univers de l'impact, c'est vrai que Aurélien Barraud, Jean-Marc Jancovici, moi, c'est des personnes qui ont une connaissance, une maîtrise de leur sujet, un engagement, je trouve, vraiment inspirant, même si parfois je me dis, c'est compliqué, ça va être compliqué, mais ouais, il m'inspire. Et est-ce qu'il y a un ou une investisseuse engagée que tu me recommandes d'inviter sur le podcast? Écoute, il y a Louis Verrier qui a monté Capelia, qui est un fonds d'investissement pas forcément dans l'impact, mais il est parti de zéro. Aujourd'hui, c'est un fonds qui représente 200 millions d'euros. C'est une personne qui est extrêmement bienveillant. Il est au conseil d'administration de Handicap International. Il est très sensible sur les sujets impact. J'ai vraiment vu quelqu'un d'aussi bienveillant, généreux que lui. Il y a et lui, c'est un spécialiste aussi du non-dilutif. Il y a un de ses confrères aussi, voire concurrents dans le financement non-dilutif que j'aime beaucoup, c'est Baptiste Hamel, qui a monté Better Angle. C'est aussi un véhicule d'investissement plus petit, mais qui est en plein développement. Et il va très très vite, donc chouette. Et on parle beaucoup de Marc Simoncini en ce moment par rapport à Angel. Je trouve qu'il y a eu des réactions qui ont été vraiment très dures contre lui. C'est vrai que j'ai été élevé dans une culture française où j'avais peur de l'échec. Je me dis, s'ils échec, qu'est-ce qu'on va dire sur moi? Et du coup, même parfois aujourd'hui, quoi, je me dis, si j'échoue, si je me plante, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi, quoi? Et ça me fout les boules. Et c'est vrai que quand je vois Américains, des copains d'autres pays, ils sont vraiment détachés, quoi. Et du coup, c'est une énergie différente. Bon. Et je trouve que ça serait intéressant de le recevoir. Il dit qu'il a échoué plein de fois, mais je trouve c'est quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un de profondément, j'ai l'impression, engagé aussi sur les sujets impact, qui veut faire aussi le bien. Donc je trouve que c'est des personnes dans des genres très différents, mais je trouve qu'ils seraient pertinents à inviter. Mais écoute, génial. Je serais ravie de les recevoir. On arrive à la fin de l'entretien. En tout cas, un immense merci, Antoine, d'être venu discuter avec moi, de nous avoir partagé ton expérience et bravo pour ton engagement. Et écoute, on attend le prochain défi pour tes 47 ans. Écoute, merci beaucoup. Il est en cours de préparation, mais j'invite aussi toutes les personnes. Je ne sais pas quand est-ce que le podcast sortira, mais je fais un bel événement avec d'autres associés qui s'appelle l'Ocean Leader Summit. C'est organisé dans le cadre de la Journée mondiale de l'océan. Ça va être le 5 juin prochain à Lacanau. Cette année, c'est une année particulière parce que c'est l'année de la mer. La France organise ça. Et l'idée, on va être 250 personnes avec une centaine d'investisseurs. Donc, on va passer une journée ensemble, les pieds dans le sable. Et c'est un cadre qui est assez informel et qui pousse vraiment à l'échange d'une manière simple, naturelle. On fait une collecte de déchets tous ensemble. Et c'est vrai qu'en faisant une collecte de déchets, tu prends vraiment conscience du problème du plastique. Il y a peut-être parfois pas mal de gens qui en ont pas forcément conscience. Et le fait de le ramasser, c'est vraiment
un game changer et ça les fait évoluer. Donc, je voulais inviter tous tes auditeurs à venir à cette belle journée. Et je pense que le lendemain, on va faire 66 km à pied pour venir de Lacanau à Bordeaux en collectant aussi un maximum de déchets. Donc, il y a aussi un peu épreuve sportive certainement le lendemain qu'on est en train d'organiser. Il y a 10-12 heures de marche, mais ça va être chouette. Je pense que ça va être un moment, une excellence humaine, solidaire, environnementale qui est vraiment chouette et assez unique, quoi, de pouvoir marcher 12 heures avec d'autres entrepreneurs investisseurs. Je trouve c'est assez rare. Bah écoute, en tout cas, je serais ravie d'être de la partie et je partagerai le lien avec grand plaisir sur le résumé de l'épisode. Bon, merci en tous les cas à toi pour cette belle invitation. Merci pour ce podcast. Merci pour l'avoir travaillé, d'avoir passé du temps à appeler des gens. Ça m'a beaucoup touché. Donc c'est un beau cadeau que tu m'as fait. Donc merci à toi. Bah écoute, avec un immense plaisir et à très bientôt, Antoine. Ça marche. Merci. Au revoir. Vous venez d'écouter Green Cash, le podcast où l'argent vient financer un avenir fertile. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, partagez-le, abonnez-vous et laissez-moi un avis 5 étoiles. Je sais que c'est pénible, mais c'est très précieux pour moi et mon travail. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt sur Green Cash.